Bon, et bah finalement, on n'aura pas eu la course qu'on attendait vraiment. Au final, on s'est fait voler le spectacle par les problèmes moteurs de Ferrari et ça, c'est vraiment terrible. Va falloir que ça change. Salut tout le monde, bienvenue dans le Fast 5, 5 réactions sur le Grand Prix d'Azerbaïdjan 2022 de Formule 1. C'est parti. Allez, on commence tout de suite par la première réaction, doublé des Red Bull à Bakou, meilleur tour en course pour Sergio Pérez, je crois, 44 points à 0 contre Ferrari, c'est ça qu'il faut retenir. Là, ça fait extrêmement mal d'un point de vue comptable, tout simplement, au championnat du monde des constructeurs. 80 points de retard pour Ferrari qui avait mis un 44-0 au premier Grand Prix de la saison, hein. C'est presque 2 doublés de retard pour les rouges. C'est un des premiers tournants du championnat, puisqu'il va y en avoir plusieurs hein, pour le coup. Et pour Charles Leclerc, ça fait très mal aussi, puisque il compte maintenant 34 points de retard, soit plus d'une victoire. Et il pointe désormais à la 3e place du classement des pilotes, hein, justement. Ce qui m'amène vers une question qu'il va falloir oser se poser. Sergio Pérez peut-il aller chercher le titre mondial? Alors, je vous vois tout de suite venir, vous allez me tomber dessus d'un coup sec en mode « Bah non, il y a Max Verstappen, donc Red Bull va toujours avantager le néerlandais. » Ce à quoi je réponds « Oui, on est d'accord, mais ça fait 2 Grands Prix d'affilée que Pérez bat Verstappen en qualif, 3 en tout puisqu'il avait pris la pole en Arabie Saoudite. En termes de rythme de course, excusez-moi de vous demander pardon, mais le Sergiolito, il est loin d'être à la rue puisque il gagne Monaco, pas loin de faire la même chose finalement à Barcelone. Bref, c'est probablement l'équipier qui, pour moi, de mon point de vue, donne le plus de mal à Max Verstappen depuis ses débuts en Formule 1 tout simplement. Alors ici, oui, Verstappen était mieux sur la course, très clairement ça ne fait aucun doute. A priori, le setup de Sergio Pérez dégradait un petit peu trop les pneus arrière par rapport à celui de Verstappen qui devait justement pas trop ralentir, sinon ça faisait trop descendre en température les pneus. Puis alors, sous-piloter aussi, c'est le meilleur moyen de se mettre dans le mur à Bakou de toute façon. Mais Sergio Pérez est donc maintenant 2e du championnat à 20 points de Verstappen, 16 courses restantes, bref, il n'y a rien qui est joué, ça c'est sûr et certain, bien au contraire. Si Pérez arrive à maintenir ce niveau de performance, pour le moment, tout bon pour Red Bull qui assure le titre constructeur en demandant de pas trop se battre, hein, évidemment, mais à un moment donné, oui, probablement que l'équipe ira dans le sens de Verstappen, normalement. Et donc, en fait, du coup, la meilleure arme de Sergio Pérez face à Verstappen pour le titre, c'est d'être aussi rapide que Verstappen, oui, voire un chouïa plus, ce serait même mieux, et surtout avoir les Ferrari toujours dans le mix. En fait, les meilleurs alliés de Sergio Pérez, ce sont Charles Leclerc et Carlos Sainz, car s'il y a bataille à 3-4 pour la gagne et que Pérez est devant, ça va être un casse-tête ou un complexe en tout cas pour Red Bull de ne pas soutenir Pérez. Donc à voir comment ça peut se passer. Et alors pour que cela se produise, il va falloir que Ferrari revienne dans le match du championnat constructeur. Car tant que Red Bull a un matelas bien confortable, ils auront toujours une marge de manœuvre, on va dire, pour avantager Verstappen. Mais on a vu que ça pouvait très vite tourner. Deuxième réaction, on a annoncé la reconduction du contrat de Sergio Pérez la semaine dernière, ce qui bloque Pierre Gasly pour une entrée chez Red Bull jusqu'à fin 2024. Donc forcément, maintenant, pour trouver mieux que AlphaTauri, faut sortir des grosses perfs, faut se sortir les doigts du C'est chose faite, enfin, on attendait la concrétisation et la transformation de la performance de l'AlphaTauri et aussi de Gasly en course. C'est une très belle P5 qui nous sort à la clé là, rapide en qualif et en course, plus de pneus finalement pour faire un dernier stop et couvrir une remontée de Lewis Hamilton. Il n'a pas joué les héros pour tenter de prouver quoi que ce soit à personne. C'est aussi ce que cherche finalement un top team, hein, de voir qu'un pilote est capable de réfléchir pendant la course et de marquer les points intermédiaires, surtout qu'AlphaTauri en avait bien besoin pour le coup depuis ce début de saison. Bon alors j'oublie pas non plus Tsunoda, hein, depuis le début de saison honnêtement il est vraiment dans le coup, il a beaucoup progressé, il manque encore un petit peu de chance et de réussite par moment, il fait encore quelques erreurs mais honnêtement ça roule quand même très bien. Vraiment dommage ce problème d'aileron arrière qui est absolument fini au scotch. On avait vraiment un Tsunoda des grands jours, je trouve, sur ce Grand Prix. Il a bien passé Esteban Ocon, top. Il exécutait vraiment tout super bien. Ça aurait pu marquer là aussi de très gros points pour AlphaTauri parce qu'ils en ont bien besoin. Et du coup, forcément, c'est pas représentatif de la perfo de la voiture. Ils sont P7 du championnat, assez loin d'une bataille un petit peu établie, on va dire, entre Alpine et Alfa Romeo, qui cavalent comme elles peuvent après.
des Mercedes. D'ailleurs, cette année, encore une fois, je vous le redis, vu les différences de performance qui changent d'un Grand Prix à l'autre, bah c'est hyper complexe de voir qui est où. Et donc, il faut maximiser à chaque fois le résultat. Il faut que la strat soit toujours parfaite, même si on a la meilleure voiture ou si on a la pire, car la petite erreur en course, eh ben, vous perdez énormément de positions et de points. Et ça a été le cas finalement des AlphaTauri à plusieurs reprises cette saison, là où d'autres écuries ont réussi à tout maximiser. Troisième réaction, vous n'imaginez pas le plaisir que j'ai à parler de Sebastian Vettel en bien et de le voir performer comme ça a été le cas ce week-end globalement. Bordel que ça fait du bien. Top 10 en qualif, bien parti, il arrivait à suivre la Mercedes d'Hamilton qui se faisait retenir par Pierre Gasly, donc il y avait match avec l'AlphaTauri pour le coup, pendant la course, pit stop pendant la Virtual Safety Car qui est plutôt un bon call pour le coup parce que c'est un arrêt qui est presque gratuit, donc ça lui coûte pas très cher. Et ça permet aussi de se protéger d'un Tsunoda qui était juste derrière. En même temps, il arrive à sauter la Mercedes de Lewis Hamilton au stand, mais problème, il ressort juste derrière Esteban Ocon qui, lui, est sur une stratégie différente. Et l'Alpine, elle avait une vitesse de pointe qui était mais absolument indécente. Alors, super difficile à doubler. Il tente au freinage du virage 3, freine très tard parce que il savait pas si Ocon allait tenter de résister à l'intérieur. Il ne le voyait pas dans son angle mort. Et finalement, tout droit, il se fait dépasser par Tsunoda. Il perd un petit peu, mais honnêtement, ça aurait pu être vraiment pire et beaucoup plus pénalisant que ça. Donc, petite erreur, mais je sais pas si elle a énormément de conséquences. Au final, cette petite erreur, au moment de dépasser Ocon, change, on va dire, légèrement sa course, car derrière, Ocon a passé sa course à bloquer Lewis Hamilton, Tsunoda et d'autres. Et passer le Français aussitôt dans la course aurait pu donner une bataille avec Pierre Gasly sur la fin de course et une potentielle P5, voire, et je suis probablement peut-être un petit peu optimiste, mais s'il arrive à passer Pierre Gasly avant la fin de course et avant qu'Hamilton revienne, il y a peut-être moyen d'aller chercher peut-être une petite P4 pour le coup. Mais bon, c'est peut-être optimiste. Mais bon, évidemment, avec des si, Ferrari serait en tête du championnat constructeur. Du coup, chez Aston Martin, ça va quand même mieux. Ils apprennent à bien exploiter leur, entre guillemets, nouvelle voiture. Vettel reprend du poil de la bête, donc tant mieux, surtout qu'il prendra sa décision au moment du break estival, à savoir s'il continue ou s'il arrête sa carrière. Donc, ça pourrait laisser peut-être un baquet de libre. Est-ce que je m'attarde sur Lance Stroll en bataille avec une Williams pour la P14? Il a cassé une voiture en qualification, en stratégie décalée pour la P14 face à la Williams. Incroyable comment parfois Stroll peut nous faire de magnifiques coups d'éclat pour le coup, comme il peut nous proposer absolument le pire. Va falloir faire mieux pour que le projet Aston Martin, on va dire, et le titre soient crédibles, parce que pour l'instant, Sebastian Vettel, c'est lui qui porte l'équipe un petit peu à bout de bras. Combien de temps ça va durer? On verra. Bon alors, j'ai un somme intersidéral pour cette quatrième réaction, l'abandon sur casse mécanique de Guan Yu Zhou. Alors, il n'a pas fait la meilleure des qualifs, P14, mais j'arrive plus à me souvenir s'il a dû couper son tour à cause d'un drapeau jaune d'ailleurs. Mais par contre, le début de course, on sentait qu'il était là. Il était encore une fois très à l'aise avec sa voiture et ça fait plaisir. Alors du coup, à un moment donné, il se retrouve derrière le petit train d'Esteban Ocon avec Tsunoda et Vettel notamment. Donc il y avait probablement des points à aller chercher sur cette course. Malheureusement, problème moteur, obligé d'abandonner. Encore une fois, je crois que c'est au moins la troisième fois peut-être, si c'est pas plus, qu'il abandonne sur un problème mécanique cette saison. Vraiment, c'est terrible parce que il fait un très bon job cette saison pour le coup. Il avait soulevé beaucoup d'attention, voire de mauvais commentaires sur le fait qu'il arrive avec des valises pleines de cash en Formule 1, fermant la porte à des très talentueux Oscar Piastri ou Théo Pourchaire par exemple. Mais pour l'instant, c'est plus une bonne surprise qu'une mauvaise. Et surtout, à contrario, j'ai envie de vous dire, quand on le compare à Mick Schumacher, qui lui est dans une voiture qui peut aussi marquer des points de temps en temps, Mick Schumacher, il emplâtre des voitures dans le mur quand Zhou ne peut même pas prendre le départ de sa course à Miami pour problème de fiabilité. Alors forcément, ça commence à vraiment trancher pour le coup un peu fort. Pour un rookie, on peut pas dire qu'il est totalement à la rue, le Guan Yu Zhou. Ceci dit, Zhou n'est pas non plus la plus grande pépite qu'on ait trouvée, mais il a aujourd'hui, là tout de suite, très clairement sa place en Formule 1. J'aimerais juste le voir terminer ses courses sans problème de fiabilité quand il joue des grosses places, parce que là, pour le coup, Là, ça cartonnait pas mal, quoi. Et alors, pour terminer, justement, pour appuyer un petit peu ce point, sur ce week-end, il met Bottas un petit peu à l'amende, qui pourtant score à quasi toutes les courses depuis le début de la saison. Encore une fois, sans ces problèmes de fiabilité, probablement que le match serait
peut-être un petit peu plus serré avec Alpine, car les deux équipes sont finalement à la fois hyper proches et à la fois hyper éloignées, pour le coup, en termes de performance pure sur l'ensemble. Mais en fait, on a beaucoup de mal à s'en rendre compte parce que d'un circuit à l'autre, ça change énormément et les différences entre les avantages et les inconvénients de l'une et de l'autre voiture sont assez différentes. Donc du coup, à un Grand Prix, les Alphas vont marcher du tonnerre, à l'autre Grand Prix, ce sera les Alpines et vice versa, tu vois. Donc du coup, on s'en rend un petit peu moins compte. Bon, quand c'est pas la stratégie, c'est le moteur qui foire, il y a toujours un truc qui va pas, c'est terrible. Ça fait quand même 3 courses d'affilée qui mettent une victoire à la poubelle. Alors je dis 3 parce que, de mon point de vue, Miami, clairement, la Red Bull était plus rapide, avait plus de rythme et moins de dégradation de mémoire. Et c'est un point sur lequel Ferrari a travaillé. Mais donc, du coup, pour moi, plus 3 que 4. Voilà. Bon, bref, c'est catastrophique. Red Bull a accumulé 3 abandons depuis le début de la saison, uniquement sur un problème mécanique. Ferrari en cumule maintenant 5, dont 2 sorties de piste, 6 pole position en 8 Grands Prix. En général, ça se vole bien au moment du départ du Grand Prix. Soit ça foire au stand, soit ça foire au milieu de course, ça casse quoi. Je veux dire, à un moment donné, un Grand Prix ça fait 300 bornes, c'est 1h40 d'effort, grosso merdo, et ils sont pas capables de faire le job en entier. Bon alors tout le monde avait peur de la fiabilité du moteur Honda en début d'année en se disant « Oh là là, Ferrari s'envole, oh là là, c'est inacceptable de la part de Honda, blablabla ». Alors, c'est marrant, mais quand c'est Red Bull ou Mercedes, on se demande quand ils vont redresser la barre, mais quand on parle de Ferrari, on se demande si ils vont redresser la barre. Alors c'est sans compter les commentaires de Binotto dans la presse qui dit tout et son contraire, qui éteint le feu comme il peut, et j'ai beaucoup d'empathie pour lui pour le coup, parce qu'avec Ferrari c'est différent à porter quand il y a un échec, et pour protéger et motiver ses troupes à l'heure des réseaux sociaux, je suis assez curieux de savoir si Jean Todt par exemple aurait réussi à bien absorber tout cet aspect politique et médiatique pour permettre finalement à son équipe de pouvoir bosser correctement et de trouver des solutions, parce qu'aujourd'hui, et il y a plus qu'une solution à trouver, il y a plus de problèmes, il n'y en a pas juste un. Alors autant Carlos Sainz, on peut un peu lui tomber dessus parce que il rivalise pas avec les 3 autres sur cette saison, en témoigne son début de Grand Prix par exemple à Bakou où il se fait décrocher, mais bon allez, on va mettre ça sur les prémices de son problème hydraulique. Autant Charles, on ne peut absolument rien lui reprocher, même pas l'erreur d'Imola qui, de mon point de vue, est une erreur d'expérience et de jeunesse qui est à son niveau totalement tolérable, et on en a déjà parlé. On est pile poil à un premier tournant du championnat, je pense, où soit Ferrari arrive à transcender son moral dans l'équipe, à tirer parti finalement de cette pression énorme pour rendre un moteur et une stratégie infaillible, et ça en devient effectivement une équipe capable d'aller chercher ce petit plus nécessaire pour aller chercher le titre, que Red Bull et Mercedes par exemple ont, soit ça devient désastreux, et c'est terminé quoi. Et on va avoir un championnat qui va commencer à se jouer un petit peu plus tôt que prévu, ce qui serait vraiment dommage. Parce que bon oui, clairement, Mercedes auront un petit peu trop de retard je pense, même s'ils arrivent à résoudre leurs problèmes de dos, parce que là très clairement ça va pas. Et au mieux, ils arrivent à rattraper Ferrari pour jouer l'AP2 du championnat, mais bon, 40 points de retard quand même. Et à la régulière, les deux jouent absolument pas dans la même course pour le moment. Donc du coup, Charles Leclerc voit se rapprocher très rapidement les places de pénalité sur la grille, à cause du fait d'utiliser trop de nouveaux composants moteurs. Il a eu une casse à Barcelone, une autre ici qui était, je crois, son premier moteur utilisé à Bahreïn. Bref, des pénalités vont tomber quoi qu'il arrive, il ne serait pas le premier puisque Alonso a lui déjà pris des pénalités, notamment à Barcelone pour des problèmes moteurs, etc. Alors tout n'est pas noir sur ce tableau puisque les équipes peuvent travailler évidemment sur la fiabilité en général de leur voiture, mais pas la recherche de performance. Et la FIA peut autoriser certains motoristes qui souffrent de beaucoup de problèmes de fiabilité à changer certains composants qui ont été homologués en début d'année et qu'on n'est pas censé toucher, on va dire. Vu les problèmes des moteurs Ferrari depuis le début de la saison, une amélioration de fiabilité ne ferait pas de mal, très clairement. À quel point il faut fiabiliser ce moteur, Ferrari seul le sait, on va dire. Mais n'oubliez jamais qu'améliorer la fiabilité d'un moteur induit forcément un petit gain de performance. Donc, ce qui aujourd'hui est un problème peut se transformer en opportunité. Et Dieu seul sait qu'il y a du travail sur les moteurs Ferrari parce que As et Alfa Romeo, ça pêche. C'est quand même con parce que sur ce Grand Prix, on aurait eu une belle bataille entre Verstappen et Leclerc sur la stratégie. Pour une fois, chez Ferrari, on avait tout bien fait, on avait pris les devants sur Red Bull. Bref, Enzo Ferrari doit se retourner dans sa tombe, lui qui disait « l'aérodynamisme, c'est pour ceux qui ne savent pas construire de moteur ». Voilà. Bon, dernière solution pour Ferrari, que ce soit pour le moteur ou autre chose, ils peuvent toujours aller demander du scotch chez AlphaTauri pour la fuite hydraulique de Carlos Sainz, c'est un petit peu de WD-40 pour huiler le moteur de Charles Leclerc. Faut pas chercher midi à 14 h pour résoudre un problème.
Bon allez, je vous laisse avec un petit bonus. J'aurais pu parler du mal de dos de Lewis Hamilton, mais à un moment donné, soit tu relèves la garde au sol de ta voiture et tu admets que oui, il te manque de la performance. Plein d'autres équipes ont eu beaucoup de rebonds à Bakou, notamment Ricciardo qui l'a vraiment expérimenté pour la première fois. Mais bon, je suppose qu'on en reparlera bien assez tôt justement de ces problèmes de marsouinage, de rebond, etc. C'est aux équipes de résoudre leurs problèmes, c'est juste que c'est tombé sur Mercedes et ça fait un petit peu mal. Deuxième bonus, un très grand bravo à Fred Makovecki qui remporte les 24 heures du Mans en GTE Pro avec Porsche en espérant le voir titularisé l'année prochaine pour le programme LMDH. Et non, je n'ai pas fait de vlog pour mes premiers 24 heures du Mans, j'ai voulu simplement profiter, mais on en reparlera. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir regardé ce Fast 5, j'espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à me donner vos réactions dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine chez nos amis québécois pour le Fast 5 du Grand Prix du Canada. Alors non, je vais pas là-bas, hein, mais t'as compris quoi, voilà. Sur ce, portez-vous bien, ciao ciao.